Avant toute chose, je tiens à souhaiter un prompt rétablissement à Mohamed Kouroumi qui ne débattra pas aujourd'hui avec nous. Ça nous chagrine aujourd'hui de ne pas le voir avec nous. Des bêtises répéta Souvarine. Votre Karl Marx est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas? Tout au grand jour et uniquement pour la hausse des salaires. Fichez-moi donc la paix avec votre révolution. Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout. Et quand il ne restera plus rien ici, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Honorable jury, mesdames et messieurs, nous nous sommes présentés, mes camarades et moi, avec la fierté jubilatoire du retour. Le retour au nid où nous avons été couvés longtemps. Celui où nous avions commencé à voltiger. Celui d'où nous avions décollé, chacun son époque, et celui où nous atterrissons aujourd'hui tous en cœur. Mais voyez-vous, nous ne revenons point les mains vides. L'histoire de ce débat que vous voyez se concrétiser à cet instant même émane d'une volonté qui a survécu à toutes ces époques qui nous séparent, car cette dernière se veut censée, expérimentée et fortement commune. Nous revenons également avec un plaisir gourmand, auquel chacun de nous eut le privilège de goûter. Celui de se tenir à ce pupitre, palper ce micro et balayer du regard cette pièce qui porte à elle seule tant de significations, tant de souvenirs. Je ne parle guère de ce retour en l'air, ni pour faire l'entrée coutumière du débat d'ailleurs, car nous revenons également avec la lourde responsabilité de transmettre à nos cadets ici présents des messages qui, croyez-moi, sont d'une extrême importance, et parce qu'aussi inconsciemment quelque part en nous, nous avons accumulé de quoi exprimer aujourd'hui. Sachez finalement que dans le choix de ce sujet, rien n'a été factice. Chers camarades, bien que l'intitulé de ce dernier n'est qu'une phrase simple, qui contient un verbe d'état qui exprime une vérité générale, évitant de tomber dans le piège de la simplicité. Mesdames et messieurs, 3 mots-clés. 21e siècle. Nous allons parler du présent bien plus qu'autre chose. Décadence, évolution progressive et négative, caractérisée par 2 instants, antérieur et postérieur. 3e mot, valeur, un mot très vague que nous allons extrapoler sur plusieurs aspects et dont la connotation reste unique et simple. Ceci dit, mesdames et messieurs, notre parole ce soir sera une parole de réalité, d'authenticité et de concrétisme. Nous n'allons pas remettre en question l'existence de Dieu afin de remettre en question une certaine éphémérité ou subjectivité des valeurs. Nous refusons de revenir sur certains épisodes de l'histoire, rien que pour en regretter les erreurs ou en glorifier les bienfaits. Mais nous parlerons la langue du naturalisme et du réalisme, celle de Balzac, de Zola, de Maupassant, de Flaubert. Nous parlerons de l'école et ses enjeux, de la politique et ses tourments, de la société et de la famille et leurs significations, et de l'économie et ses projections, sans oublier la religion et son évolution. Tout ceci afin de toucher le fond de cette phrase qui pourrait faire sourire quelqu'un d'entre vous, mais qui est plein de recul et de sagesse, et que nous avons sûrement dû entendre de la bouche de nos grands-parents. Je vous remercie. Chère audience, honorable jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça me manque de dire ça, vous savez. C'est avec joie et avec fierté que je me tiens ici devant vous. Plus convaincu que n'importe... C'est avec joie et délice que je me tiens ici devant vous. Plus fier que jamais, et bien plus convaincu de la position que mon équipe et moi venons défendre sous le feu de ces projecteurs. Mais avant de commencer, il va falloir remettre les points sur les i, car plusieurs termes prêtent à confusion. Tout d'abord, il y a les valeurs. On peut vite confondre les valeurs avec les valeurs morales, qui ne sont qu'un infime petit volet d'un immense livre. Faites attention, il existe près de 220 valeurs. Et si, en écoutant ce mot, vous pensez automatiquement à l'honnêteté, le devoir ou l'altruisme, il ne faudrait pas s'étonner de voir la vérité, la liberté, la sécurité ainsi que le rêve figurer sur la même liste. Et vu leur nombre fulgurant, cela n'étonne personne que si des valeurs évoluent, eh bien c'est aux dépens d'autres. Maintenant, nous développerons cela tout au long de ce débat. Mais maintenant, je voudrais m'attarder sur un mot qui me gêne particulièrement, et qui n'est autre que la décadence. Je ne peux pas m'empêcher de penser de façon rationnelle, et à chaque fois que je lis ce mot, je me dis qu'il est hors de propos, parce qu'il faut une ascension précédant la chute, un apogée devançant le déclin,
ou un paroxysme précurseur à la décadence. On ne peut pas venir et parachuter un mot comme ça. Parce que là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a de particulièrement cruel, ce 21e siècle? Qu'a-t-il de diabolique? Qu'a-t-il d'horrible? D'impertinent? Dites-moi, est-ce la prostitution ou la débauche? Impertinent, cela existe depuis la nuit des temps. Serait-ce la criminalité, le terrorisme? Pareil. Est-ce qu'on parle de manque de respect ou d'insolence? Sérieusement, chers opposants, vous nous avez habitués à mieux que ça. Ne venez pas ruminer des problèmes de la société qui ne sont en fait que des plaies, qui ne cicatriseront jamais. Bon, attendant des propositions de votre part, je vais faire le travail à votre place. Allons parcourir le livre de l'humanité. Page 3, 20e siècle. Oh, ça sent encore le sang frais. Première guerre mondiale, 18 millions de morts, 21 millions de blessés. Deuxième guerre mondiale, 70 millions de morts et 80 millions de blessés. Vous savez, elle a beau avoir l'air, vous savez, qu'elles soient nécessaires ou même justifiées, ne croyez jamais, au grand jamais, que la guerre n'est pas un crime. Poignard dans le dos, trahison, offense, malice, malveillance. Adieu la fidélité, la paix et le plaisir. Je ne vois toujours pas ma montée. Mais attendez, je vais sûrement trouver quelque chose d'autre. Ah tiens, page 387, le XVIIe siècle. Injustice, malice, manipulation de l'Église, racisme, sexisme, esclavage, monopolisme et accaparation du savoir. Aucune valeur à l'horizon. Mais ne nous décourageons pas. Cherchons encore. Page 980. Le Moyen-Âge. Aïe, aïe, aïe. Fossé social, danger, servitude, oppression, famine, caprice royal, torture et peine de mort juste pour le fun. Ah, tiens, ils ont gardé le catalogue de leurs jouets favoris. Alors on a droit à la scie, le berceau de Judas, l'écartèlement, le briseur de genoux, la fourchette d'éctérique, la poire de l'angoisse. Ah, c'est là les fans de Game of Thrones la reconnaissent. Ça s'appelle le seau au rat. Alors on met un rat dans un seau et on le colle au ventre de la victime et on commence à chauffer pour que le rat transperce la victime. Toutes ces pratiques, aussi inhumaines soient-elles, étaient monnaie courante à l'époque. Et moi-même, j'aurais pu y avoir recours, juste à cause de ma présence ici, devant ce pupitre. Révisez vos cours d'histoire, chers opposants, et vous trouverez qu'elle n'est faite que d'atrocités, pires les unes que les autres. Manipulation, torture, esclavage, animalisation, sous-traitance, servitude et oppression. L'homme est cupide et convoitiste de nature. Il en veut toujours plus. Il voit ce qu'il n'a pas, oubliant ce qu'il a et ce qu'il n'aurait jamais eu. Dites-moi si dans un siècle précédent, vous auriez le droit de marcher à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Dites-moi si vous auriez eu le droit de prendre n'importe quel livre juste par plaisir. Dites-moi si vous auriez pu, ne serait-ce que vous exprimer ou même penser à quelque chose sans entendre les couteaux de la guillotine s'aiguiser devant vous. Dites-moi. Ne comparez pas l'incomparable. Car qu'est-ce qu'un enfant insolent ou des parents irresponsables devant la cruauté de la torture? Qu'est-ce qu'un décolleté devant l'abomination de l'esclavage? Et qu'est-ce que deux hommes qui font l'amour devant deux hommes qui font la guerre? Vous voyez, la comparaison n'a même pas lieu d'être, et encore moins la décadence. Merci. Bonjour à tous. Alors, Manal, on est en train de parler du 21e siècle, pas de la Seconde Guerre mondiale. Et avant de rentrer directement dans le 21e siècle, on va déjà tout remettre un peu dans le contexte, parce que comme tu as dit, il n'y a pas de décadence sans début à un moment donné. Donc, vous savez que pendant les années 60, il y a eu tout un mouvement d'intellectuels français, Deleuze, Guattari, etc., qui ont entamé la déconstruction de toutes les structures traditionnelles. La famille, l'État, la nation, les relations sociales et les identités sexuelles. Et je pense qu'à partir de mai 68, cette idéologie va l'emporter un peu plus. Et les conséquences sont très simples et sont notamment visibles dans le 21e siècle. Premièrement, la domination des marchés. On va parler de ça un peu plus tard dans le débat. Et deuxièmement, ce qui est le plus grave à mon avis, c'est que tout est devenu réduit à l'individu roi. Aujourd'hui, plus rien n'est maîtrisé. Cette structure qui encadre l'individu n'est plus. Aujourd'hui, cet individu a laissé derrière lui de vraies valeurs progressistes et de vrais combats.
pour s'occuper de vraies problématiques, pour s'occuper de faux combats. Aujourd'hui, on est tombé dans la revendication systématique de tout et de rien. À titre d'exemple, au lieu de combattre réellement pour les droits de la femme, on a des pseudo-féministes qui s'attardent sur des détails stupides comme en grammaire quand le masculin l'emporte sur le féminin, doit-on dire mademoiselle ou madame, ou encore qui avortent leur bébé parce qu'il est de sexe masculin, parce que, je cite, « Je ne voulais pas donner naissance à un monstre de plus ». C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un excès et une animosité sans pareil. Nous sommes tombés dans la futilité au détriment de valeurs honorables qui ont formé et forgé les plus grandes nations. En 2014, en France, on a eu droit à la ligne Azur, le ministère de l'Éducation nationale qui envoie des gamins, des élèves de 11 ans sur un site pour s'expliquer sur leurs pratiques sexuelles. Je pense que c'est normal, après des décisions pareilles, de voir qu'un élève de primaire dans une région en France a abusé sexuellement de deux de ses camarades. À 10 ans et déjà récidiviste. Bienvenue en 2018. Aujourd'hui, on est passé de grands révolutionnaires, Che Guevara, Simone Bolivar, à des gamins, bac option c'est lire et écrire, qui interrompent leur goûter dans le Starbucks du coin pour jouer les guerrilleros argentins en bloquant des facs ou en appelant le président de la République Manu. Aujourd'hui, à Londres, on a des festivals Fashion Week où des hommes défilent en lingerie féminine et en jupe parce que, je cite, « On ne naît pas homme ou femme, on le devient ». Aujourd'hui en France, on a l'Élysée qui, à défaut de s'occuper des vraies personnes dans le besoin, de vraies problématiques ou de l'état pitoyable de ces banlieues, participe de façon biaisée, et j'insiste sur le mot biaisé, à la propagande LGBT en invitant des transsexuels en petite tenue à venir danser devant des millions de jeunes. Jusqu'ici, c'est choquant. Donc aujourd'hui, on perd complètement le sens des valeurs, on perd complètement le sens des priorités, mais on se sent progressiste. Ok. Parfait, parfait. Vous venez tout juste de montrer à quel point vous avez tort. Comme disait Nietzsche, il remue l'eau pour la faire paraître profonde. À vous écouter, je suppose deux possibilités. La première est que vous êtes conscient de la nocivité de votre discours et vous faites semblant, vous jonglez avec des lieux communs, et j'espère que ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi une deuxième possibilité, c'est que vous êtes tellement naïf à croire ce que les médias vous ont inculqué et à répéter ce genre de discours. Laissez-moi aussi, chère audience, vous dire ce que je vois. Je vois des jeunes, paradoxalement réactionnaires, qui veulent un retour vers je ne sais quoi, qui sont choqués par quoi, par rapport à qui. Franchement, c'est un peu ambigu. Et aussi un mélange de discours de Éric Zemmour, un petit peu Front National, un peu islamiste quand on parle de valeurs, de pudeur. Je ne sais pas, vous pouvez me situer? Vous pouvez vous situer, en fait? Et je ne voulais pas aussi en venir à cela, mais vous avez cité Balzac, et je vais me permettre de vous faire une petite leçon de littérature française. Balzac a écrit des chefs-d'œuvre. Il a écrit Le Père Goriot, il a écrit Eugénie Grandet, il a écrit À la recherche de l'absolu. Et tout ce il a parlé de quelque chose de très important. Et c'est là où il y a la confusion chez vous. Vous n'êtes même pas en train de parler de valeurs. Vous n'êtes même pas en train de parler de fausses valeurs. Même pas de valeurs fausses assimilées à des valeurs vraies. Vous êtes en train de parler de passion. Et c'est ce que Balzac décrivait. Il était en train de parler d'appétit. L'appétit qui est l'égoïsme, vouloir se montrer. C'est humain. Il était en train aussi de parler d'état d'âme, c'est-à-dire la haine, la jalousie, la vanité, la pudeur, ce sont des états d'âme. C'est ce qui permet à l'être humain de progresser. Ce sont des passions qui sont créatrices, mais aussi des passions destructrices, parce que on a besoin de cela pour avancer. Vous pensez pas, non? Je pensais que vous étiez jeune, mais réactionnaire, et c'est vraiment drôle. Et du coup, même aux yeux de Balzac, il y a des passions qui sont tout à fait condamnables. Et c'est vraiment dommage de nous faire perdre autant de temps face à un sujet que vous n'avez pas vraiment compris.
Mais ce qui me révolte encore plus, c'est que votre discours reprend des idées d'une banalité absolue. Parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes en train de nager dans les abysses du romantisme et de l'idéalisme. Vous n'êtes même pas en train de défendre des valeurs. Vous êtes en train de défendre un modèle de société où l'individu n'existe pas, où l'individu est effacé, où il n'existe qu'à travers les autres, qu'à travers l'État. Au nom de quoi, moi, je vais donner à l'État le droit de parler de ce que moi je pense. Elle est où la liberté? Je pensais que vous étiez jeune. Mesdames et messieurs, je vais vous filer une expression et gardez-la bien en tête. Mondialisation de l'idée. À vrai dire, avant de faire partie des intervenants, et comme toute autre personne analysant le sujet le jour où je l'ai vu sur Facebook, je me suis mise à la place de Madame Reboy. Et je me suis dit que si j'étais dans l'opposition, à quoi est-ce que je penserais? Quel sera mon refuge, vu que les faits sont là, ils sont aussi flagrants et fulgurants? Alors comment est-ce que je vais défendre ma position? C'est par la philosophie et surtout la métaphore. Et c'est ce que vous venez de faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand on parle de philosophie, on essaie de malaxer le truc. Et petit à petit, en le malaxant, on arrive à en extraire le suc existentiel. C'est vrai que ça peut en faire un argument probant, mais très très nuancé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, pour expliquer le déclin de valeurs, on te file des maximes du genre bonheur, quête de soi. Mais en cherchant cette quête de soi et ce bonheur intérieur perçu dans la différence, on se retrouve piégé entre les filets du mainstream et les toiles du cogito millénaire, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Je suis différent, donc je suis unique et spécial. Et de quelle différence il s'agit? J'essaie de forger et de construire à la hâte mon piédestal de carton et de boue, et je profite des 5 minutes of fame, puis je retombe dans l'oubli. Dans l'impatience, je souligne très très bien le mot impatience et gardez-le bien en tête parce qu'on va y revenir après. Dans l'impatience d'avoir voulu me démarquer à tout prix. Ne voyez-vous pas que ces idées subliminales, remâchées à chaque fois, ce sont les mêmes qui apparaissent sur votre fil d'actualité à la vitesse de 100 posts par minute et qui, en les réagissant, ce que vous et moi faisons très bien, on ne va pas se mentir là-dessus, on les laisse s'incruster dans un recoin plus profond que l'inconscient. Lequel, à votre avis? C'est l'identité. On va se faire une petite séance confidentielle, mais promettez-moi que vous allez être francs. Qui d'entre vous, je parle des moins de 30 ans, n'est pas passé par cette crise existentielle qui est devenue d'ailleurs ces derniers temps très tendance et presque un passage obligatoire, et n'était pas convaincu que s'il ne faisait pas et qu'il n'achevait pas le tour du monde avant ses 30 ans, il n'aura pas complété l'objectif principal de sa vie. Par contre, il peut très bien essayer de galérer pour se forger une carrière, il ne sera que surtaxé après. Alors qu'est-ce que pense monsieur, ou pense vouloir faire monsieur? C'est qu'il va apprendre la danse de Fortnite, la jubilation, les adeptes se reconnaîtront d'ailleurs. Le lendemain, Ellen DeGeneres l'appelle pour son show. Le 3e jour, notoriété, check. Objectif de la vie, check. Mais alors, mais c'est très malheureux. Des valeurs du genre, des valeurs qui étaient sacrées déjà en notre temps et qui maintenant sont échangées contre d'autres plus puériles. Des valeurs comme le sacrifice de la maman, le sacrifice pour ses êtres chers, est échangé contre celui de l'égoïsme qui n'est pas un état d'âme, mais qui est devenu une tendance, Madame Reboy. Des valeurs comme l'amour de sa famille, de sa patrie et de ses amis, qui est échangé contre l'amour de chat et chien. Même les fléaux moraux, on en parle, les fléaux moraux sont si protégés par le mot tolérance qu'on te colle à chaque tentative d'expression d'opinion. C'est-à-dire que mon opinion et la vôtre, elle importe, si celle-ci ne touche pas à l'homophobie, pitenstrophobie, acédophobie, gynécophobie. Je vous jure, c'est des valeurs qui existent vraiment, vous pouvez les chercher en temps réel sur Internet. Mais une vitesse de génération de valeurs qui est plus rapide que celle des chiffres de l'auto. Mes amis, on y revient maintenant. Mondialisation de l'idée. C'est ça ce qui est plus destructif et plus ravageux. Parce que le périmètre de la pensée, le mien et le vôtre, est ratatiné à tel point qu'on ne peut plus jongler par ses pensées, à tel point que le sentiment identitaire n'existe plus. N'est-ce pas là, chers messieurs, dames, une représentation parfaite du déclin des valeurs au XXIe siècle? Je vous laisse user de votre intelligence, je crois en vous bien sûr, pour essayer de puiser dans la profondeur de ces propos. À moins que vous soyez partisantophobique. Et ça aussi, je viens de le créer. Vous voyez, c'est très facile d'inventer des idées et des phobies. La crise identitaire, mademoiselle, ce n'est pas une tendance. Ce que vous appelez une tendance, c'est un passage obligatoire pour devenir adulte. Mesdames et messieurs, chers condisciples, honorables jury,
Bonsoir. Nous vivons au XXIe siècle. Un siècle où on apprend qu'il est plus juste d'opter pour telle valeur ou telle attitude. Un siècle où nous restons fidèles à nos valeurs. Oui, mesdames et messieurs, nous restons attachés à nos valeurs. L'accueil, l'ouverture, la solidarité, la bienveillance, et la liste est longue. La liste est bien longue, mais je ne pourrais ne pas parler d'une valeur si précieuse qu'est la justice. Renoncer à la justice, c'est renoncer à sa qualité d'homme, renoncer à la bonté envers ses semblables et renoncer aux droits de tous les êtres vivants. Aujourd'hui, on assiste à un renforcement, je dis bien un renforcement des valeurs. Aujourd'hui, on assiste au renforcement de la justice de l'être humain en général et de la femme, de la justice envers la femme en particulier. Alors, je vous explique. Depuis combien d'années existe l'histoire de la civilisation? 5500 ans. 5500 années. Alors, si on fait quelques petits calculs, on trouvera que si la période de la civilisation représentait 1 heure, cela fait exactement 0,9 secondes qu'on s'intéresserait à la femme. Oui, 0,9 secondes. Au cas où vous l'ignorez, à l'époque, on retrouvait des peuples qui tuaient leurs filles à la naissance, tout en étant convaincus qu'avoir une fille est un déshonneur. Au XVIIe siècle, pour repérer les sorcières, on assistait à ce qu'on appelait le supplice de la nage. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, on prenait des femmes, on leur ligotait les mains et les pieds et on les jetait en mer. Donc, si tu es une femme et que tu flottes, tu es une sorcière et t'es morte. On te tue. Mais, si tu coules, félicitations, tu es une sainte, mais t'es morte. En 1924, chère femme, tu n'avais pas le droit de passer ton bac. En 1938, tu n'avais pas le droit d'avoir une carte d'identité. En 1944, tu n'avais pas le droit de voter. En 1965, tu n'avais pas le droit d'avoir un compte bancaire. Enfin si, tu avais le droit. Mais si tu avais l'autorisation de ton mari. Pourquoi tout cela? Parce que tout simplement, on ignorait la valeur de la femme. On refusait d'être juste envers la femme, envers la fille. Protéger de la valeur de la femme et être juste envers cette dernière est l'un des ultimes combats propres au XXIe siècle. Un combat qui ne peut être que noble. Alors je vous rassure, chers opposants, ne perdez pas espoir, gardez le cap, car le XXIe siècle est, comme je viens de vous le prouver, celui de la valorisation des valeurs. Auditoire. Il y a d'ailleurs cette formule préférée par les HEC. À chaque fois qu'on a envie de parler de bac, on se prend un bâche. Alors madame, Balzac est mort et je suis jeune. Tout au long de l'histoire, les évidences soutenues par l'homme ont été affirmées par sa vie de foi. Néanmoins, cette dernière, hors le fait qu'une pomme peut tomber sur terre, définissant le Newton de la gravité, l'arbre et Teresa appartiennent à Dieu, Allah. Mesdames et messieurs, la profondeur de la conviction se mesure par la capacité des gens à réagir à la souffrance. Et puis, voilà, je ne suis pas ici pour faire une fatwa. Salam alaikum après tout change est la décadence qui m'attriste le plus. L'affilement ne montre plus ni sérénité, ni paix. Nous vivions dans un siècle d'épanouissement technologique censé pousser la pratique de la religion à ses limites. Mais pratiquer une religion et jouir de ses avantages n'est une voie à double sens. Allah a dit dans son livre sacré, le Coran, Surat al-Waqi'a, l'événement, pour les plus francophones, versets 12 et 13. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières. Cette décadence n'est pas phénoménale alors si on se base sur notre religion.
J'arrive d'emblée à entendre ces voix chuchotées à côté au plus profond de moi-même. Est-ce une fatalité? Effectivement, monsieur Macron, vous m'initiez. C'est une loi de liberté, la laïcité. Au XXIe siècle, les 10 commandements sont de l'ordre de 7. Mon ami juif, désormais, est en train de commettre des homicides. 7e commandement. Savoure de l'adultère, 6e. Et vole, 8e. Tout comme nous d'ailleurs. Des aigles sur scène, attestant le commencement de la chute. Merci. Alors, chers opposants, on a eu droit de la transphobie, de l'homophobie, de la critique du véganisme extrémiste, et dans votre cas, on pourrait parler de logicophobie, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Car il semblerait que vous êtes en train de prendre l'accessoire pour le principal. Madame, écoutez-moi sérieusement. Si les avancées dans le domaine du féminisme n'ont pas eu lieu, vous ne seriez pas ici en train de débattre aujourd'hui. Et en plus de cela, cela me révolte de voir encore au XXIe siècle des gens faire la gloire de l'identité devant toute une foule. N'avons-nous pas vu les méfaits de cela? Je vous pose une question, chers opposants. Sommes-nous les servants de notre culture? Ou est-ce que c'est notre culture qui nous sert pour faire de nous des êtres humains meilleurs? La question, la balle est dans votre camp. Et en plus, vous avez parlé de religion. Le XXIe siècle prône la tolérance, justement. Et ce n'est pas un mot que vous chérissez, apparemment. Mais aujourd'hui, on peut débattre de tout. On peut débattre sur une table de faut-il porter cela ou cela, faut-il manger cela ou cela. Bref, aujourd'hui, les champs de bataille, ce sont les plateaux télévisés. Et c'est une bonne chose, contrairement à ce que nos opposants affirment. Chers amis, où est justement le plus grand danger de tout avenir humain? N'est-ce pas chez les bons et les justes? Ceux dont la parole glaciale affirme: nous savons déjà ce qui est bon et juste, et nous le possédons aussi. Malheur à ceux qui cherchent encore sur ce domaine. Les fausses valeurs et les paroles illusoires, telles furent pour les mortels les monstres les plus dangereux. Longtemps la destinée sommeillait et attendait à cause de leur rigidité. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. En parlant des 10 commandements. Ces paroles étaient appelées saintes jadis. Devant elles, l'on courbait les genoux, l'on baissait la tête et l'on ôtait ses souliers. Mais je vous demande, où y a-t-il jamais de meilleurs brigands et de meilleurs assassins que les brigands et les assassins provoqués par ces saintes paroles? Mais je vous demande, les plus grands méfaits qu'a connus l'humanité ne sont-ils justement pas la conséquence de ceux qui étaient trop fiers pour admettre que leur vision du monde peut être erronée? Et en vérité, chère audience, ce n'est pas seulement ceux qui ont de longues oreilles et la vue basse qui tombent dans ce piège. Longtemps, l'humanité fut sous le joug des calomniateurs. Mais maintenant est venu le XXIe siècle. Maintenant, la destinée va enfanter. Maintenant seulement, l'homme devient maître de ses choix et maître de son avenir. Ne croyez pas les moribonds qui vous parlent de décadence. En vérité, leurs esprits sont stériles. Ils sont toujours l'avènement de la fin. Ce sont des contempteurs de l'avenir. Et dans la terre, hélas, qu'ils s'en aillent donc. Mes chers amis, je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire de votre vie. Certains font des études dans tel ou tel domaine. D'autres viennent d'intégrer le monde du travail. Et d'autres viennent d'obtenir avec brio leur baccalauréat. Et laissez-moi vous dire une chose, chère audience. Ce sont vos beaux sourires, vos yeux qui brillent, et votre amour pour demain. Les voilà les seuls arguments dont j'ai besoin, chers opposants, pour vous dire que demain ne sera pas le siècle de la décadence des valeurs. Merci. Très chère audience, bonjour. Alors, faute d'arguments, il y en a parmi nous qui se focalisent sur le temps pour dire comme quoi nous sommes là pour défendre les débats d'aujourd'hui. Mon très cher camarade, vous parlez de la femme. Savez-vous que la femme n'a pas besoin d'un courant pour la défendre devant l'homme, premièrement. Deuxièmement, vous dites que nous sommes dans une certaine logicophobie. Parlons de la logique. Très chère audience, pour débattre le sujet d'aujourd'hui, vous devez vous poser la question, premièrement, quelles sont les valeurs? Quelles sont mes valeurs propres à moi? Quelles sont les valeurs de chacun d'entre nous? Et je vous invite à mener cette petite réflexion. Vous allez parler du respect, vous allez parler de la motivation, vous allez parler en fait, de l'esprit, de l'identité. Très bien. Allons plus loin. Demandons-nous quelle est en fait la source de ces valeurs.
vous allez trouver que c'est inéluctablement et inévitablement la famille. La famille, ce noyau qui inculque en chacun d'entre nous des valeurs. Pas vrai? Allons plus loin. Savez-vous que ce concept de la famille, ce concept d'union et de mariage souffre au XXIe siècle? Et là, je vous invite et je vous rappelle que Nietzsche n'a pas vécu au XXIe siècle pour parler de la décadence des valeurs, ni Balzac, ni toute autre personne. Parlons du XXIe siècle. Savez-vous que au XXIe siècle, nous avons enregistré le plus grand nombre de divorces, le plus petit nombre de mariages? Je vais faire appel à la logique. En parlant de logicophobie, je vais faire appel à la logique cette fois. La logique veut que toute chose, ou deux choses qui sont égales à la même chose, elles sont égales entre elles. Et si aujourd'hui la famille est la source des valeurs, et si les familles n'existent plus, et donc moins de familles est égal à moins de valeurs? Merci pour votre écoute. C'est vraiment triste. À chaque fois, je dois revenir, faire un petit peu la mise au point. Alors, mademoiselle Haddaj, franchement, si tu étais vraiment à ma place, je crois que tu aurais vraiment anticipé le fait que Balzac n'était pas ce que monsieur Oussama bin Taleb avait dit. Et franchement, monsieur Habib, je ne m'attendais pas aussi à une attaque personnelle. Je suis ici à l'Iraqi, pas à HEC. Et aussi, monsieur Mansour, franchement, aujourd'hui, je veux aussi rendre hommage à madame Nawal Saadawi, à Simone de Beauvoir, à toutes ces femmes qui luttent chaque jour pour que monsieur Mansour Menlali dort le ventre plein. Je suis ici pour lutter pour toutes ces femmes qui sont battues par leur mari. Je suis là aussi pour rendre hommage à toutes ces femmes qui, aujourd'hui, monsieur Mansour Menlali, avec une arrogance, mais c'est ça être un jeune, c'est avoir un idéalisme, avoir cette arrogance, balayer toute l'histoire, balayer Nietzsche, balayer Balzac. Mais qu'est-ce qui va rester? Répondez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Une attaque personnelle, dites-vous. Je me demande ce que vous venez de faire. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous poser la question suivante. Aujourd'hui, qui suis-je? Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que citoyenne du XXIe siècle. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, je me présente en tant que membre d'une assemblée, d'une audience à laquelle nous faisons tous partie. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, je me tiens en tant que membre d'une troupe dont nous sommes tous les vedettes. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous sommes les spectateurs et les acteurs du XXIe siècle. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Qui d'entre nous, Mesdames et Messieurs, est choqué à l'idée de voir une personne parler lors de l'Adhan? Qui d'entre nous, Mesdames et Messieurs, est ahuri lorsqu'une personne est soudoyée? Qui d'entre nous, Mesdames et Messieurs, serait totalement surpris à l'idée de voir, je ne sais pas, un enfant tricher, quelqu'un vous insulter dans la rue? Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, le problème n'est pas que nous vivons une décadence des valeurs. Ce qui est encore pire, Mesdames et Messieurs, c'est que nous acceptons cette décadence des valeurs. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous ne sommes plus choqués. Nous trouvons cette décadence de valeurs aussi normale que c'est devenu une habitude, quelque chose de tellement familier, quelque chose que nous vivons tous les jours et pourtant nous ne faisons rien, Mesdames et Messieurs. Tenez, par exemple, en 2001, Transparency International publie son rapport annuel classant les pays du monde selon son index de perception de corruption. 60% des pays sont classés en dessous de la moyenne. En 2017, Mesdames et Messieurs, Transparency International republie son rapport. Combien de pays sont en dessous de la moyenne? 66%, Mesdames et Messieurs. Un autre exemple assez banal. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du fait que
nous étions en fait obnubilés par ce que les médias nous proposaient. Soit, vous avez raison. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, plus de 80% des revenus de la presse sont, plutôt, pas des revenus, mais plutôt 80% des revenus médiatiques proviennent de la publicité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, lorsque la presse est censée être ce modèle d'honnêteté, ce modèle d'objectivité, nous sommes bourrés par ce que vous avez dit. Nous sommes obnubilés c'est exactement ce que vous venez de dire. Mesdames et messieurs, dans le 21e siècle dans lequel nous vivons, j'aimerais tellement voir cette histoire d'amour qui a été narrée par Charles Dickens, relatant les faits de la Révolution française, au lieu de voir ces histoires d'amour aujourd'hui qui sont narrées en littérature, mais qui sont sans sens et sans fondement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais bien revoir cette morale de La Fontaine que j'aimais tellement lire quand j'étais petite. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme l'a si bien dit Charles Dickens, je cite, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps, fin de citation. Aujourd'hui, nous assistons au pire des temps. Merci. Ah, vous parlez d'enfants qui trichent et d'enfants qui insultent dans la rue comme si ça n'a jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. Mais je vous excuse. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Tu nous fais défendre les positions les plus tordues et tu nous causes profonde douleur et peine inconsolable. Il t'arrive même de tromper les plus lucides d'entre nous. Je fus ton humble invité et tu m'as brillamment conquis. Tu m'as montré la lumière de la vérité absolue au point de m'aveugler. Et aujourd'hui, je le dis avec bravoure et fierté, oui, c'était mieux avant, quand la femme n'avait ni le droit de voter, ni de s'exprimer, ni de travailler. Oui, c'était mieux avant, summum des valeurs de parité. C'était mieux avant quand les hommes traînaient en chaîne d'autres hommes juste parce que leur couleur de peau leur paraissait un peu trop sombre. Le comble du respect. C'était mieux avant quand on tuait et massacrait des populations entières pour leur terre, bienveillance et sécurité à leur paroxysme. C'était mieux avant quand l'Inquisition brûlait dans le plus grand des calmes un savant parce qu'il a osé affirmer que la terre est ronde, l'apogée des valeurs de la science et du savoir. C'était mieux avant quand l'Église était une institution à but totalement lucratif, apothéose de la valeur de la religion. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'avons-nous vraiment? Des femmes respectées et puissantes, un président noir, une science qui ne cesse de se dépasser, un monde plus prospère et une population moins pauvre et analphabète? Sérieusement, où sont donc passés les beaux jours des guerres mondiales, l'âge d'or d'Hitler ou de Staline? Où sont donc passés les merveilleux génocides amérindiens d'Auschwitz ou de Cambodge? Enfin, pour l'amour de Dieu, arrêtons ce théâtre. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin d'indigner son présent, que l'homme aura confiance en son avenir, comme le palmier se confie au vent, comme le vent a confiance en l'air et l'air au ciel bleu. Il est décrété qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes sont libres du joug du mensonge. Il ne sera plus acceptable d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table face à son présent, détaché du cynisme contemporain de nos opposants, avec un regard pur, parce que la vérité sera servie avant le dessert. Il est décrété qu'à partir de cet instant, la nostalgie n'est qu'un mensonge, et ce mensonge n'est qu'un soulagement qui finira par nous désunir. Merci. Très chers membres de l'opposition, nous vous invitons à encore une fois repenser et à vous recadrer par rapport au sujet parce que, encore une fois, vous êtes au XXe siècle. Si ce débat avait lieu au XXe siècle, vous seriez peut-être en train de défendre le XIXe siècle. Donc, s'il vous plaît, essayez en fait de revenir, c'est-à-dire sur le chemin. Et quand vous parlez du XXIe siècle, et vous dites, parce qu'une seule intervention a été focalisée sur le XXIe siècle, et vous dites que c'est le siècle du changement, eh bien, effectivement, je vous l'accorde. Vous savez, les membres de l'opposition ont totalement... Ce qu'ils disent est totalement vrai. Au XXIe siècle est celui du changement et celui du progrès. Mais ce qu'on oublie, c'est que le changement a un prix et le progrès a un coût. Et le coût à payer est justement la décadence des valeurs. Permettez-moi de vous le prouver. Et là, je vais me situer par rapport au XXIe siècle. Parce que voyez-vous, jusqu'au dernier jour, en 1999, il n'y a pas eu de Facebook, il n'y a pas eu d'Instagram, il n'y a pas eu de Snapchat. Et justement, nous avons voulu le changement, nous apprécions ce mot, tout le monde l'aime, on adore ce mot. Tout le monde voudrait passer d'un état à un état meilleur.
Et nous l'avons accepté, et c'est là où réside le mal de la société d'aujourd'hui, c'est qu'elle accepte le changement. Et nous avons voulu le changement. On nous a dit qu'on allait créer un petit monde dans lequel on pouvait se réunir. Nous l'avons accepté. Tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons détruit ce monde. Nous l'avons divisé. Posez-vous la question, quelle a été la dernière fois que vous avez profité pleinement de l'instant présent? Posez-vous la question, peut-être que si vous gagnez, peut-être ce soir, est-ce que vous préférez capturer des images, enregistrer des vidéos et les partager sur des réseaux sociaux, un Snapchat dans lequel on partage des photos qui sont destinées à être supprimées, ou peut-être sur Facebook et Instagram, et là, au moindre dysfonctionnement, vous n'avez plus accès à ces photos? Ou alors, est-ce que vous préférez immortaliser ce moment par sa vraie valeur, en vous regardant droit dans les yeux, en ressentant ces moments de joie? Et ce sont ces valeurs-là qui nous manquent, mesdames et messieurs, au XXIe siècle. Merci. Chers opposants, c'est tout à fait normal. Le fait qu'on parle du XXIe siècle est tout à fait normal. Nous parlons de décadence au XXIe siècle. On ne peut parler de décadence sans devoir comparer ce siècle à ceux qui l'ont précédé. Sinon, décadence par rapport à quoi? Et au passage, vous avez également parlé des années 60. Un peu de cohérence dans vos propos, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, et maintenant, si on jouait, oui, jouer, si on jouait à question pour un champion, maintenant qu'on est au XXIe siècle et que j'ai pratiquement les mêmes droits que tous les hommes, je pense que je peux vraiment me faire passer pour Samuel Etienne, l'animateur de cette émission. Alors dites-moi, on ne peut vivre sans elle, on peut mourir pour elle, et nous fait faire des progrès gigantesques, et grâce à elle, plus d'1 milliard d'êtres humains est sorti de l'extrême pauvreté depuis 1990. Je vous parle de la liberté. Nous vivons au XXIe siècle et les gens sont beaucoup plus créatifs. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent parler, ils peuvent débattre tant que nous y sommes. Le dogmatisme agonise de jour en jour et les gens sont libres. La liberté prend le dessus. Le souffle de la valeur de la liberté est l'idée forte du XXIe siècle. Oui, chers opposants. L'homme libre, surtout face aux dangers et aux risques, a toujours été et sera notre ultime recours. Et aujourd'hui, je me réjouis. Je me réjouis de voir que l'homme a su libérer sa parole. Aujourd'hui, plus que jamais, la liberté est la valeur première et le corollaire absolu de l'être humain. Cher Manal, si tu as été attentive à mon introduction, tu n'auras pas commis la maladresse de faire de ta plaidoirie un cours d'histoire. Mais je vais te répondre avec une phrase très simple, il n'y a pas de fumée sans feu. Cher Zineb, c'est vrai que dernièrement, j'ai été beaucoup emporté par des cours d'anatomie, de biologie, de psychosocial aussi. Mais je suis droit dans mes bottes en matière de littérature. Et cher Loubaba et cher Khalil, vous savez c'est quoi la différence entre nous? C'est que vous parlez de la femme qui a bénéficié de ses droits. Moi, je parle de la femme qui a été filmée en vidéo, tabassée, parce qu'elle a été dans une voiture avec un homme. Et sur ce sujet, je voulais un passage de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Un roman est un miroir qui se promène dans une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa haute sera par vous accusé d'être immoral. Sans miroir montre la fange, et vous accusez le miroir. Accusez bien plutôt le grand chemin, où est le bourbier, et plus encore, l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir, et le bourbier se former. Et chers camarades, vous n'avez pas besoin, je ressens la flamme qui brûle en vous, mais vous n'avez pas besoin de parler, et ce n'est pas de parler à haute voix, et ce n'est pas parce que vous dites le mot 2 fois que c'est vrai. Ça m'attriste pas que vous me disiez de réviser mes cours de littérature, parce que la littérature, c'est dans les livres, mais le civisme et la civilité, c'est ici. Mesdames et messieurs, savez-vous quel est le mal du siècle actuel? Quel est cet objet, cette personne, ce phénomène ou cet événement qui traque et envahit, voire même tue à petit feu l'humanité du XXe siècle? Je suis presque convaincu que si je suis amené à interviewer chacun d'entre vous ici présents, certains diront que c'est peut-être la technologie,
D'autres diront la guerre, la pauvreté, peut-être la dictature, la démocratie, peut-être Dark Vador. Certains diront que c'est l'avare, la FIFA, la justice. Mais bon, rien de cela n'a été qualifié ainsi. Le mal du siècle, mesdames et messieurs, c'est la dépression. Oui, ce phénomène que la majorité reconnaît surtout par un état d'angoisse, d'insatisfaction, voire même de volonté de suicide. L'OMS, quant à elle, prévoit la dépression comme étant le premier problème de santé d'ici 2020. Mais quel est le rapport entre cela et notre sujet? La psychanalyse a précisément répondu à cette histoire. La dépression, chers amis, est un processus de réduction des valeurs personnelles, secondaire à un conflit interne entre la personne, ses actions, ses convictions, ses pensées, son vécu, et la loi, les normes et les exigences. Ces dernières sont quasi constantes. Mais croyez-moi, ce qui change, et en l'occurrence continue sa dégringolade dans la voie de la décadence et du déclin, est la valeur de la personne, qui rentre constamment dans un conflit avec ce qui fait d'elle ce qu'elle est, à cause de comportements bas et mondains que mes camarades n'ont cessé de citer tout au long de ce débat. Alors, chers opposants, que préconisez-vous? Continuer à camoufler et à dissoudre la réalité et doper le monde d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ou aborder le sujet de son origine et mener une prise de conscience sérieuse afin d'apprendre davantage à se ménager. Je serai très attentif quant à votre réponse. Et au fait, les antidépresseurs et les anxiolytiques, ça fait dormir. Alors si jamais on se réveille d'ici 300 ans, aurions-nous peut-être à débattre le 24e siècle et celui de Ahl Kahf, version remasterisée. Et cette fois-ci, pensez à ramener un peu de sérum physiologique et de vaseline. Il y aura des escarres. Je vous remercie. Tout d'abord, pourquoi tant d'acharnement vers les nouvelles technologies? Oui, en fait, parce que ça m'a rappelé, vous parlez de faits divers. Lorsque ma grand-mère est allée au pèlerinage, elle a utilisé justement son téléphone pour pouvoir communiquer avec nous. Et c'est justement ça la beauté des technologies. On peut l'utiliser non pas seulement pour immortaliser, mais aussi pour partager le savoir et partager les moments de joie. Et cette critique est surtout vraiment bizarre de la part de quelqu'un qui utilise son smartphone en plein débat. En plus de cela, dans votre introduction, vous avez dit que vous allez parler de faits. Depuis tout à l'heure, tout ce que j'entends, c'est des faits divers. Jean-Michel a lancé une pierre, Hamid a appelé Macron Manu, des choses dont on n'aurait aucune information si les technologies n'existaient pas. En fait, ce que vous reprochez au monde, c'est qu'il a montré sa viciosité. Le 21e siècle est celui de la transparence. Aujourd'hui, on regarde les problèmes en face, on ne les cache plus. Et c'est ce qui fait le charme du 21e siècle. Mais maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Mais avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que les personnages et les situations de ces récits étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnages ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Il était une fois dans un monde semblable au nôtre, sauf que dans ce monde, le Maroc est une superpuissance industrielle. C'est un récit de fiction, je vous l'accorde. Le dirigeant ultranationaliste de ce Maroc se nomme le Führer Othman Brut. Rien à voir avec celui-là, je ne le connaissais même pas avant le débat. Et ses alliés sont les Algériens et Tunisiens Benito Bentaleb et le maréchal Mlel. Pour accumuler les richesses, ils ont opté pour la méthode classique, c'est-à-dire envahir les pays voisins en accaparant leurs ressources. Sauf qu'ils ont été vaincus et chassés du pouvoir. Mais les responsables politiques qui leur ont succédé ont opté pour le multilatéralisme et ses vertus, ce qui a conduit à plusieurs décennies de paix et de prospérité. La morale de cette histoire, à part que Othman est nul en stratégie militaire, est que le multilatéralisme est une valeur qui a bâti un monde plus sûr, plus juste et surtout plus riche. Il n'y a désormais aucun domaine, je dis bien aucun domaine, qui échappe à la compétence d'une organisation internationale. Jadis, le sang était le meilleur des arguments. Aujourd'hui, c'est autour d'une table, comme celle-ci, qu'on discute les plus grandes questions de l'avenir de l'humanité. Mais laissez-moi vous dire une chose, chers opposants. Chaque fois qu'il s'agira de salir ce que l'humanité a conquis au prix des larmes et du sang, vous nous trouverez sur votre chemin. Car nous avons une mémoire à défendre. Et cette mémoire, c'est la mémoire des anciens combattants qui sont morts pour que demain soit un jour meilleur qu'aujourd'hui. Merci.
Ça fait 25 minutes, mes chers amis, que nous sommes en train de vous exposer des faits. Et si c'est ça qui manque, eh bien, il y en a un autre. Je pense que vous serez très indignés sur ce coup-là. Certains d'entre vous même se joigneront à nous quand je vous parlerai du déclin des valeurs dans le monde du sport. Je vous fais une petite devinette, c'est un sport qui a rassemblé les nations depuis le XVIe siècle. Je ne vous gâche pas la surprise, c'est le football, le sport du peuple. Comment un simple jeu a pu être manipulé, mêlé à des intérêts purement politiques et exposé sur les grands écrans, comme pour défier tout sens de morale, et pour appuyer un déclin de valeurs, cette fois-ci, habillé en Prada, de haut en bas, et défilant entre les quatre coins du monde. Entre un vote clairement pétri en tous sens, qui a non seulement témoigné du stade palliatif métastatique, et je m'y connais, de notre Union arabe, et une élimination clairement préméditée des équipes montantes. Je sens que certains d'entre vous commencent déjà à bouillonner et je vous comprends. Malgré une prestation des plus honorables, on s'acharne à éliminer le Maroc d'une compétition purement méritée. Mais voyons voir. Si jamais qualifié, ce n'est pas... Si jamais qualifié, ce n'est pas d'Amrabat que Nike aura besoin pour faire la pub à ses godasses. Vous comprenez? Vous vous direz, et sûrement l'opposition se dira, où sont les valeurs dans tout ça? Mais ouvrez grand les yeux. Ceci est le massacre des valeurs signé édition 2018, et c'est moi qui vous le signe d'ailleurs. C'est le holocauste des valeurs de l'équité, de la gratitude, de l'identité, en échange d'un petit bouquet de dollars. Les valeurs de l'alliance des pays arabes aussi, on en parle. Une histoire qui remonte à bien plus longtemps que la Palestine et qui ne cesse de rebondir en toute occasion. Alors, chers pays arabes, quand mes confrères et moi, Inch'Allah, auront la chance de soigner les gens, vous pouvez venir nous voir à l'hôpital. De un, c'est gratuit, et de deux, on sait très bien que les aigles sont très compétents dans plusieurs domaines. Et votre cas n'est pas très grave. C'est un petit gramme de paracétamol et un antispasmodique pour la douleur suffiront. Ça, on en utilise à l'hôpital pour préparer une mort paisible chez les patients en dernier stade palliatif métastatique de cancer. Et pour vous, ça sera pour préparer la mort de vos valeurs. Merci. Vous m'entendez? Si oui, clignez 2 fois des yeux. Je m'appelle Frank Abagnale. Pas Abagnale, ni Abagnale, juste Abagnale. Je suis professeur en neuropsychologie. Vous souffrez d'une amnésie rétrograde. Votre hippocampe a été endommagé à cause d'un choc qu'a subi votre tête hier soir. Mais ne craignez rien, nous prendrons soin de vous. Je tiens tout de même à vous dire que votre cerveau est en meilleur état que celui de quelques personnes assises sur cette même scène que moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est totalement libre du dogmatisme classique, parce qu'il n'est pas sous les chaînes des fausses valeurs qu'on lui a imposées. Parce que, à ma connaissance, je ne l'ai pas encore vu défendre une thèse comme la leur. Alors, malgré votre amnésie post-traumatique, réjouissez-vous, parce qu'il y a des personnes, pas si loin que moi, qui vivent dans de pires conditions. Laissez-moi donc vous dire ces quelques vérités avant que leur propagande ne salisse la pureté de votre cerveau. Les valeurs ne changent pas. Retenez bien ça dans la tête. Les valeurs ont leur noyau, leur essence, et ne changent pas. L'amitié, par exemple, est la même, de manière intemporelle. De Socrate ou Platon à Kant, nous n'aborderons pas les approches philosophiques. Ce qui change sont les sociétés, et ainsi nos perceptions vis-à-vis de la valeur, les critères qu'on lui pose, la compréhension qu'on a autour de celle-ci. Vous me suivez toujours, Madame Strong? Excellent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous adoptons des valeurs et que ce que nous faisons n'est pas cohérent avec les valeurs qu'on a adoptées. À ce moment-là, notre cerveau commence à déformer la réalité pour nous faire croire que nous gardons toujours nos valeurs. Et c'est là qu'on commence à penser que les valeurs changent. Maintenant, je vais vous introduire un concept nouveau, les croyances. Si la valeur est pourquoi l'on fait la chose, la croyance est comment l'on fait les choses pour pratiquer la valeur. La valeur, pourquoi? La croyance, c'est comment? C'est la croyance qui englobe la perception, les critères, la compréhension et tout ce qui entoure la valeur. Synthèse, les valeurs changent, les valeurs ne changent pas, excusez-moi, ce sont les croyances qui changent. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginons une fille en bikini, en maillot de pièces. Si on rencontre cette fille dans la plage ou à la corniche, ça sera tout à fait socialement acceptable, normal.
Mais sinon, on rencontre cette fille dans un quartier pas très net. Allez, Bois de Boulogne, à Paris. Là, c'est toute une autre compréhension. Vous comprenez maintenant? Les valeurs, c'est la fille. C'est la même fille, le même habillement. Mais posé dans deux contextes différents, deux situations différentes, la croyance, la compréhension change totalement. Et maintenant, je vais vous dire, si ces valeurs, enfin, si ces croyances changent, elles ne s'améliorent pas et elles ne sont pas en décadence. Elles ne font que changer. Et on n'a pas besoin d'émettre un jugement là-dessus. Il n'y a que changement, un changement pur et dur. Et comme dirait un vieux charlatan allemand, il n'y a pas de phénomènes moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes. Reposez-vous bien, Brenda, je vous revois dans quelques heures. Chers camarades, à l'inverse de vous, on n'a pas l'arrogance de dire ça c'est une vraie valeur, ça c'est une fausse valeur. La différence entre votre équipe et la nôtre, c'est que vous parlez des anciennes guerres et des anciennes problématiques sans citer les braves personnes qui ont mis un terme à cela. Aujourd'hui, quand on essaie de faire pareil, on est inculpé de 20 ans de prison. Cher Khalil, si ma camarade est en train de débattre aujourd'hui, c'est grâce au féminisme d'autrefois, pas celui du 21e siècle qui prône le chômage. Vous savez, chers camarades, si je me trouve aujourd'hui derrière ce pupitre en train de défendre mes convictions, c'est un peu grâce à l'environnement old school où j'ai grandi. Un environnement structuré, famille, voisins, tradition. Des entités qui ont pu maîtriser mes pulsions. Malheureusement, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, celle d'un père à Paris qui, à défaut de garder son gamin de 2 ans qui essayait de se jeter d'un balcon, part à la recherche d'un Pikachu niveau 30 pour compléter sa collection sur Pokémon Go. Pokémon Go, le jeu qui a duré 3 mois. C'est comme une vague qui est venue emporter cette jeunesse qui, due à son manque de valeurs et son manque de principes, est devenue facilement influençable. Aujourd'hui, Instagram façonne notre physique. Snapchat guide nos soirées et choisit nos centres d'intérêt. Et Facebook et Twitter biaisent et influent nos points de vue. Ces réseaux sociaux qui nourrissent ce culte de l'image, cette image pour laquelle on est prêt à tout pour glorifier, quitte à ne plus respecter les doyens, quitte à piétiner notre honneur, notre dignité et notre amour propre. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, mes chers camarades, aujourd'hui, j'établis un constat de ce que je vois quand je sors dans la rue, un constat de l'aberration ressentie par mes parents, par nos grands-parents, quand ils sortent en ville un soir de semaine. Aujourd'hui, je dénonce ces personnes qui, anonymement sur Internet, menacent d'autres personnes. Ces personnes qui piratent des comptes et qui détruisent des vies. Aujourd'hui, je dénonce ces jeunes filles qui sortent et voyagent je ne sais où, avec je ne sais qui, sans l'autorisation des parents. Aujourd'hui, je dénonce ces jeunes garçons qui, pour épater la galerie, se forcent à boire et à fumer. Aujourd'hui, je plains notre jeunesse qui voit son reflet déformé par le bling-bling. Bling-bling. Avant, on disait que la vérité sort de la bouche des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la fumée qui y sort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des filles qui sortent on ne sait où, portant je ne sais quoi, sans l'autorisation de personne. Bravo. Ça, c'est des valeurs patriarcales. Dieu merci, ça, c'est en décadence. En parlant de ça, permettez-moi s'il vous plaît de remettre un peu la lumière sur ce que ça veut dire que des valeurs. Les valeurs, c'est des principes, des standards qui régissent le comportement humain. Je voudrais attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur le fait que les valeurs sont intimement liées à la société, à la vie humaine, aux normes sociales. Vous comprenez parfaitement, je suppose, que les sociétés évoluent. Elles changent, les sociétés changent, elles s'ouvrent sur d'autres sociétés. Leurs normes sociales changent, et donc leur perception et leur relation envers les valeurs changent aussi. Je vais vous donner un exemple. Force est-il de noter que les prémices des valeurs ont toujours été monopolisées par un certain groupe. Par exemple, les valeurs religieuses. Il est facile de voir que la religion, les textes religieux, ont toujours été lus, interprétés par des hommes. Ce qui signifie que les valeurs religieuses interprétées étaient d'abord en désavantage à un groupe, qui est la femme.
Je vous donne un autre exemple. Notre conception de la beauté, de la justice, de la liberté. Il y a un moment où toutes ces valeurs étaient monopolisées par des hommes blancs. Donc, vous m'excuserez, s'il vous plaît, si je vous dis que si ces valeurs existaient toujours, elles n'existaient pas pour tout le monde. Et c'est là que le XXIe siècle est nouveau, de sa nouveauté, et c'est là que le XXIe siècle apporte des nouveautés. Aujourd'hui, nous avons accumulé un certain savoir à cause d'œuvres littéraires, œuvres artistiques, traces historiques, de différents points de vue qui nous permettent d'avoir une vision globale, plus précise que jamais de l'histoire. Aujourd'hui, nous pouvons voir quelles valeurs prévalaient à quel moment, pourquoi, et surtout d'observer leur injustice envers certains groupes, et donc leur imperfection. Maintenant, nous savons pourquoi la femme noire n'aurait jamais pu être considérée belle. Nous savons pourquoi un homme africain n'était jamais travailleur. Pourquoi un arabe, / un juif, / un musulman était toujours un menteur. Aujourd'hui, nous comprenons, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les valeurs sont plus proches que jamais de tous les groupes qui forment notre société. Et donc, notre conception de ces valeurs-là, notre perception de ces valeurs, du bien, du vrai, du juste, du beau, en est plus large, parce qu'elle implique tout le monde, parce que l'homme blanc ne décide plus pour tous. Vous m'excuserez encore de dire que quand tous ces groupes-là apportent leur plus, quand tous ces groupes-là apportent leurs propres caractéristiques, des caractéristiques qui appartiennent et définissent leur groupe, et ils apportent ça à notre conception globale et humaine des valeurs, nous avançons. Par exemple, quand une femme parle de beauté, de justice, d'égalité, de valeurs religieuses, elle apporte un plus sans lequel nous n'aurions jamais pu nous approcher de l'idéal qu'est la valeur. Donc vous m'excuserez encore une fois de dire que grâce au savoir que nous avons accumulé à travers l'histoire, grâce aux différents points de vue de ce que c'est qu'une valeur, grâce aux différents critères avec lesquels on juge ces valeurs, grâce au fait que nous savons pourquoi certaines valeurs étaient jugées bonnes ou pas, grâce à tout cela, nous pouvons dire avec franchement que aujourd'hui nous avons une vision plus juste des valeurs, plus juste de justice et de justesse, mesdames et messieurs. Il ne peut y avoir décadence. Dans ce cas, il ne peut y avoir décadence. Nous pouvons caler de l'avant parce que nous impliquons tout le monde. Nous sommes une société, mesdames et messieurs. Notre vision des valeurs, qui n'est pas en décadence, est en train de nous faire avancer. Merci. Généralement, mesdames et messieurs, lorsqu'un enfant arpente les couloirs d'une école, son retour à la maison est toujours bercé par la question incontournable de ses parents. Qu'as-tu appris aujourd'hui à l'école? La réponse, mesdames et messieurs, est généralement aujourd'hui, j'ai appris à compter jusqu'à 10. Aujourd'hui, j'ai appris à conjuguer le verbe naître au subjonctif. Aujourd'hui, j'ai appris que deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Mais est-ce que nous nous attendons à une réponse telle que « Aujourd'hui, maman, papa, j'ai appris à être tolérant. Aujourd'hui, maman, papa, j'ai appris à être respectueux. Aujourd'hui, j'ai appris à être responsable. » Voyez-vous, mesdames et messieurs, ici, dans un monde comme le nôtre, dans un siècle comme le nôtre, qui est régi par le e-learning, dans quelques années, mesdames et messieurs, nous n'aurons même plus à aller à l'école. Une tablette, un cours de biologie. Quand est-ce que j'aurai à rencontrer d'autres personnes? Quand est-ce que j'aurai à apprendre à être respectueux envers mon camarade? Quel camarade? Je n'aurai même pas de camarade. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, lorsque la violence est menée contre un professeur, lorsque le nombre de cas qui ont été enregistrés de violence contre les professeurs en Australie monte de 165 en 2014 à 595 en 2016, quelle éducation sommes-nous en train de mener? Quelles valeurs voulons-nous inculquer dans une école? Merci. J'adore vous écouter parler. Vous savez pourquoi? Parce que à chaque argument, je découvre une nouvelle contradiction et à chaque mot que vous dites, je trouve plus d'incohérence. Tantôt vous êtes pour la liberté, tantôt vous êtes contre la liberté. Tantôt j'entends un collègue de l'équipe adverse qui dit « Je dénonce la fille qui voyage seule sans l'autorisation de ses parents. » Il dénonce la liberté. Et en plus, vous utilisez des statistiques
Et vous oubliez que les statistiques et ces études qui sont faites aujourd'hui sont une propriété du XXIe siècle. Avant, il y avait des maladies qu'on ne pouvait pas guérir parce qu'on ne savait pas que c'était une maladie. Il y avait des personnes qui mouraient parce qu'on n'avait pas de remède contre les maladies. Aujourd'hui, nous avons cette capacité à connaître notre environnement, nous avons cette capacité à analyser et à savoir de nouvelles choses sur la vie que nous menons. Et j'entends toujours des personnes qui disent « Bah oui, mais il y a quelqu'un qui a dit à Macron Manu » ou il y a une personne qui a triché ou qui a insulté dans la rue. Je sais comme mon camarade l'a déjà dit, mais arrêtez de construire votre argumentation sur des faits divers. Nous parlons de philosophie, nous parlons d'analyse littéraire. Je vous ai même donné une analyse, une autopsie du mot valeur, et vous continuez à parler de faits divers. C'est triste. Merci. L'intitulé du sujet est le 21e siècle et celui de la décadence des valeurs, et pas le 21e siècle et celui de la décadence des identités ou de l'identité, à vous de débattre. Un bouclier, de la pluie et un petit chouïa d'affection. Je me cache sous ce toit de la patrie. Je t'aime. À la folie, doucement à l'anarchie. Que l'homme scolarise-t-il sans valeur? Sa tristesse comédie le sourire, pour dissimuler l'orage intérieur, javelissant toute odeur de bonheur. Notre société déprime alors que Mehdi est anxieux. Mohamed hallucine, et Khadija, qui n'est rien de plus que cette Cosette de Babdoukala, d'El-Brillef, ou même Agdal, tremble de froid à ce moment même où nous sommes en train de débattre valeurs. Je pouvais facilement être à l'heure. Excusez mes émotions, je me ressaisis. Je suis ni Mourad ni Abdeltef. Je suis le loup de Kazan El-Shor. Mon bouclier me protège contre mon mensonge, de mon hypocrisie. Un bouclier qui parle français et herbeux ce soir. Comme ça, je risque pas 20 ans de prison. Je suis si fort que j'ai peur que tous ces esclaves qui me suivent se suicident et nuisent à mon image. Mesdames et messieurs, le problème des valeurs est qu'elles n'émanent pas de la science, mais surtout du cœur qui a ses raisons. Aristote. La décadence, elle, a toujours existé. Le 1er siècle a été la décadence du chaos, le 2e du 1er, et ainsi de suite, arrivant à ce pupitre devant lequel je tremble ce soir. Cessons maintenant de vous abasourdir avec toutes nos cohérences. Après, regardez-vous, réellement et honnêtement. Regardez cette personne à vos côtés que vous chérissez tant, ou qui est un parfait inconnu. Vous êtes la valeur qui me reste, l'espoir. Vous aussi d'ailleurs. Maintenant, fermez les yeux. Martin Luther King avait rêvé de ses 4 enfants noirs et les quelques blancs se tenir la main. L'enfant au moins rêvait de Martin Luther King survivre, demandez-la profitant de sa jeunesse, d'un peuple capable de combattre la chute de l'humanité, pour laisser l'opportunité au XXIe siècle de devenir, exister, peu importe si c'est décadence ou pas. Telles sont nos valeurs, et c'est ce que nous défendons ce soir. Merci. Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister à un choc des idées et c'est à vous de décider quel sera notre sort. Je tiens à dire cependant à nos adversaires qu'au nom de la liberté d'expression, je leur pardonne leur crédulité. Mais je ne sais pas si l'audience leur pardonnera leur insoutenable légèreté. Petit clin d'œil à Kundera. Toute ma vie, j'ai appris à lutter, à survivre, à conquérir, à triompher, à échouer et à rebondir. Et si les valeurs existent encore, c'est parce qu'il y a derrière moi une pancarte. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, contrairement à mes adversaires, c'est d'être reconnaissante, d'exprimer mon immense gratitude envers ceux qui, avant nous, sont morts pour défendre ce qu'il y a de plus précieux, la liberté, et qui ont fait aujourd'hui qu'on puisse vivre de ce que va appeler Rousseau d'une vie oisive. Rien que cela, mesdames et messieurs, prouve bien que les valeurs existent encore.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je leur pardonne leur naïveté, car je crois bien qu'ils ne savent pas à quel point le discours qu'ils ont tenu est dangereux. C'est le genre de discours qu'un adolescent de 14 ans ne devrait pas embrasser, parce qu'il aura peur de l'avenir. Il préfère se réfugier comme un escargot. C'est un monde d'escargots que vous voulez? C'est le genre de discours qu'une jeune adolescente de 13 ans ne devrait pas entendre, car elle va penser que revenir aux années 50, quand elle était une petite boniche, était une bonne idée, serait une bonne idée. Ce que vous reprochez à ce siècle, c'est ce que vous reprochez à vous-même. Parce que je vous rappelle un axiome divin. Personne n'est parfait. Je vous pardonne car je sais que vous voulez un monde meilleur. Mais personne ne vous pardonnera le monde vers lequel vous voulez nous ramener. Je vous pardonne de ne pas avoir saisi l'opportunité en or que vous offrez ce débat. Pour remercier vos parents et la génération de vos parents d'avoir tout fait pour que vous soyez là aujourd'hui. Bien fringué, comme on dit, le ventre plein, la tête pleine, contrairement à la majorité de la population pendant les années 20. Ce que je vous pardonne le plus, c'est d'avoir agi comme un enfant qui ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'image, qui ne sait pas faire la différence entre l'avenir et le rêve. Je ne sais pas si l'audience vous le pardonnera. Au revoir. Est-ce que vous avez aimé le débat? Super, super. Sincèrement, si ce débat était formidable, fantastique, excellent aussi, le jury aussi était formidable, ils sont formidables et je vous laisserai les découvrir par la suite. Maintenant, je les prie de se réunir pour les délibérations. En attendant, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'adresser la parole à monsieur Inès Araki pour nous donner son avis et tout ce qu'il peut dire. Merci. Alors, honnêtement, ça va être difficile de trouver des mots ce soir, hein, vraiment. Je vous le dis. Parce que, en général, je ne prépare jamais mes mots pour intervenir lors d'un débat parce que je le fais comme je le sens. Et là, j'ai énormément de sensations et de sentiments que je crois que je risque de me perdre dans mon vocabulaire. Mais bon, je vais essayer quand même. D'abord, ça ne me rajeunit pas de réaliser que j'ai été en classe avec la maman de Othman. On a étudié ensemble. On a été ensemble au lycée. Et quand je le vois débattre, je me dis, tiens, tu commences à devenir vieux. Et aujourd'hui, enfin, vieux dans le sens de la sagesse, on va dire. Parce que bon, c'est pas l'âge qui va déterminer une personne, ça ne devrait pas être le cas en tout cas. Maintenant, je tiens énormément, mais vraiment énormément à vous remercier et à remercier ce qu'on appelle désormais les ambassadeurs. Donc on veut plus parler d'anciens parce que c'est bon. Il n'y a plus d'anciens, vous êtes chez vous. Donc même en partant, vous restez vous restez rattaché à votre école. Et donc on vous appellera désormais les ambassadeurs et plus les anciens. Donc ça a été validé par le président de El Araki School Alumni hier. Et donc parce que l'association existe vraiment. Et je tiens à vous remercier vraiment pour cette initiative que vous avez prise, que d'organiser la première édition des débats des ambassadeurs, qui coïncide avec la 10e saison des débats ou des grands débats. Ça fait 10 ans que nous avons commencé et ça coïncide maintenant avec la première édition des débats des ambassadeurs. Ma foi, je suis extrêmement ému et pas du tout surpris, hein, je vais vous le dire, pas du tout surpris par rapport à la qualité de votre prestation, parce que de toute façon, je vous connais pratiquement tous et je savais que ça allait être très bon et ça l'a été. Et je vous en félicite. D'ailleurs, vous avez même débordé sur le temps prévu. Il était prévu que vous fassiez 30 minutes chacun et vous avez été jusqu'à 35. Tellement vous avez aimé à être encore une fois sur ce pupitre. Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Levez-vous et applaudissez-les, s'il vous plaît, parce que j'aime faire ça. En tout cas, je suis extrêmement content et comblé de voir que les valeurs que vous portez en vous
sont des valeurs que vous avez encore portées à un niveau supérieur. Non seulement vous les avez adoptées, les valeurs qui vous ont été inculquées au sein de l'école, mais vous avez fait de telle sorte à les porter à un niveau encore supérieur, parce que on l'a vu, et on l'a vu cette année, pas seulement pendant ce débat, mais je suis un petit peu les ambassadeurs de l'école à travers leur compte sur Facebook ou à travers là où ils sont dans les différentes écoles, ou même parfois lorsqu'ils sont dans le monde professionnel, et je vois que les valeurs qu'ils ont portées en eux à travers leur passage à l'école, ils les portent et ils les propagent à l'image des ondes au niveau de la société, ils les transmettent au niveau de la société, et c'est extraordinaire parce que c'est ça qui va faire justement que nous allons participer à conserver les valeurs essentielles de notre société. Ça a été très bien dit tout à l'heure, et bon, je ne veux pas gâcher la surprise par rapport à l'appellation de la promotion, donc par rapport à la cérémonie de demain, mais elle fait allusion justement à l'espoir. Je ne vais pas dire comment elle va s'appeler, donc vous le saurez demain officiellement. Et ça fait allusion à l'espoir, et vous l'avez dit, et effectivement, que ce soit les ambassadeurs ou les élèves diplômés cette année, ou les élèves qui sont encore au sein de l'école, vous êtes l'espoir aussi bien de cette nation que, d'une manière générale, on va dire, de n'importe quelle communauté à laquelle vous serez amené à participer ou à appartenir. D'accord. Cette année, on a vu les ambassadeurs ou l'association de l'alumni, LRK School Alumni, organiser 2 événements. Donc, et ça s'est concrétisé cette année. À l'initiative de l'association des ambassadeurs LRK, ils ont organisé un forum d'orientation au profit des élèves de l'établissement. Et c'est l'occasion pour moi donc, de féliciter Oussama en particulier, parce que sans lui, je vous le dis, cette histoire d'association des ambassadeurs ou Alumni Association n'a jamais pu prendre jusqu'à ce que Oussama l'ait pris réellement au sérieux. Il savait que ça allait être dur, mais il a persisté, il a continué, il continue, et il a réussi cette année à faire 2 événements majeurs. L'orientation pour les élèves de l'établissement et cet événement qui va devenir aujourd'hui un rituel. Chaque année, on aura cette réunion-là où les anciens viendront pour débattre un sujet de société. Où les ambassadeurs reviendront, où les ambassadeurs reviendront pour débattre des sujets de société qui nous intéressent, d'accord? Et on aimerait voir ça se développer, et on le laisse à votre initiative et on laisse cela à vos soins. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons fait que assister à votre invitation, enfin, on n'a fait qu'à répondre à votre invitation parce que c'est votre initiative. Le jury a été désigné parmi les ambassadeurs aussi, donc tout est fait par les ambassadeurs. Aujourd'hui, l'école, ou les responsables de l'école et les professeurs, l'administration, on ne fait que assister, on ne fait qu'être invité. Donc, pas besoin aujourd'hui ni ce soir de rappeler les valeurs de l'établissement. Vous les connaissez, de toute façon vous les portez et vous en êtes aujourd'hui les ambassadeurs. Je vous en remercie et je vous en félicite. Et voilà. Merci beaucoup et bonne continuation les uns les autres. Je ne sais pas si... Je vois qu'il y a plein d'ambassadeurs dans la salle. Il y a aussi des élèves actuels. Il y a des élèves qui ont été diplômés cette année. Je vois des parents, je vois des professeurs. Si quelqu'un veut prendre la parole, il ne faut pas hésiter. Hein. On est dans une fête, on est entre nous. En attendant que les membres du jury reviennent, si quelqu'un voudrait prendre la parole, il ne faut pas hésiter. Mademoiselle. Bonjour tout le monde. En fait, je voulais féliciter tout d'abord les 2 équipes pour le débat magnifique qu'ils ont mené. C'est encore mieux qu'il y a 4 ans. En tout cas, c'est sûr que c'est une évolution, pas une décadence des performances. Après, des valeurs, c'est au jury de départager. Et puis, je voulais juste dire que je suis très contente d'être de retour. Et cette scène, il y a plein de souvenirs qui remontent à la surface, on va dire. Et je voulais féliciter tous les anciens pour l'initiative et pour le très bon débat. Ah, pardon. Ça fait toujours en tout cas plaisir d'être de retour, moi la première. Et puis en fait, je crois que les 2 équipes ont gagné aujourd'hui, c'est sûr. Donc bravo pour la qualité du débat.
Merci infiniment, Madame Shraibi, pour l'intervention. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de vous présenter le président du jury. Et je vous demande, mesdames et messieurs, fièrement d'applaudir Monsieur Zuhair Zil Abidine. J'aimerais bien mentionner que Zuhair est un avocat ici à Marrakech et il est un ambassadeur d'établissement El Araki. Merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, la logique qui se pose et qui s'impose, c'est que je dois présenter le reste du membre du jury. Donc, j'appelle à me rejoindre ici Mademoiselle Wassim El-Zitouni, qui est également une jeune avocate ici inscrite au barreau de Marrakech. J'appelle Monsieur Mamoun Chaoui, qui est un lauréat de Londres qui étudie les maths et de la finance. J'appelle Mademoiselle Tabit, qui est une lauréate de l'ENCG. J'appelle Mademoiselle Yousra Fikri, ingénieure en économie sociale. Et puis enfin, j'appelle le jeune, le brillantissime, le beau Mehdi Kroumi, qui est un jeune entrepreneur lauréat de l'université Bocconi à Milan en Italie. Alors, de prime abord, on tient à féliciter les deux équipes pour leur brillantissime présentation qui émane de grands débatteurs. Je tiens également à remercier ces grands orateurs pour avoir choisi, mais également accepté, de nous faire vivre et revivre ces émotions et ces moments d'autant qui manquent à tout un chacun ici parmi nous, car la vérité, même si en général on dit que les avocats sont les plus grands menteurs, mais pour une fois je veux dire la vérité, c'est que grande famille iraqi que vous êtes, vous nous avez tous manqué. Alors, dans ces beaux moments de nostalgie saine et sincère, un hommage de la part des anciens élèves de cet établissement, voilà, un hommage de la part des ambassadeurs de l'établissement se pose et s'impose. Et donc, j'appelle à nous rejoindre celui que nous aimons, que nous chérissons tous, celui que nous considérons tous un père, mais également un frère. J'appelle, sous un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Youssef Iraqi. Pour qui nous avons pensé d'offrir un tableau qui a été dessiné par une jeune peintre, artiste, et qui regroupe les couleurs, également le logo de l'Iraqi, avec une retouche personnelle de chaque membre de ce jury que vous voyez devant vous, à savoir, je vous présente le tableau. Alors, vous allez tous voir la retouche des sciences maths, la retouche des PC et la retouche des SVT, sont partout. Et bien entendu, je ne sais pas, monsieur Laraki, vous voulez dire quelque chose? Et bien entendu, l'hommage doit également être rendu à celle qui nous a permis de se réunir tous aujourd'hui et qui nous a aidés tant moralement qu'autre chose pour faire de cette soirée une réussite. Sous un tonnerre d'applaudissements, je vous invite à appeler notre deuxième maman, Madame Souaida Douchi. Je cède la parole à Monsieur l'Iraqi
avant, bien entendu, de vous donner les délibérations. Alors, waouh, je suis encore plus ému que tout à l'heure. Écoute, cette journée va rentrer dans l'histoire de l'établissement et à travers ce geste que vous venez d'effectuer, où vous avez exprimé votre reconnaissance à votre établissement, donc à travers ma personne, et j'imagine que certainement, bien évidemment, à travers ma personne, à l'ensemble des éducateurs de l'établissement et à travers la personne de Madame Dadouchi, le professeur, à l'ensemble des professeurs et des enseignantes et tous ceux qui ont participé à faire de vous ce que vous êtes. Aujourd'hui, je prends la décision de créer le musée de l'école et dans ce musée de l'école, votre tableau, le tableau qui a été offert aujourd'hui, sera la première pièce d'art qui fera partie du musée de l'école. Donc ce sera dans l'histoire, ça va rentrer dans l'histoire. Donc on verra ce que ce musée va comprendre comme chef-d'œuvre, et j'en suis sûr qu'il en contiendra. Mais l'histoire retiendra que ce tableau sera le premier chef-d'œuvre de ce musée El Araki. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur El Araki. C'est vraiment un honneur ce que vous nous faites aujourd'hui. Madame Dadouchi, je vous cède la parole également. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir que de retrouver nos aigles qui partent, mais qu'en fait qui partent jamais parce qu'ils restent toujours avec nous. Et s'il y a beaucoup d'émotions, je suis comblée ce soir de retrouver mes anciens élèves que M. Yunus a voulu appeler aujourd'hui ambassadeurs. Ils sont partis, mais ils sont toujours avec nous, et ils resteront toujours avec nous. Et je les remercie énormément.